C'est l'heure de la voix libre sur France 3. Bonjour, 45 minutes pour mieux connaître une personnalité régionale. Et aujourd'hui, alors que se tient à Lyon le 15e congrès du Front National, je reçois un de ses plus anciens cadres, Bruno Gollnisch. Bonjour, monsieur Gollnisch. Bonjour. On va parler de ce congrès, bien sûr. Avec nos autres invités, on débattra de ces deux thèmes au cœur de l'idéologie FN que sont l'Europe et l'immigration. Et puis on commentera l'actu de la semaine. Le Front National se fait-il financer par des emprunts russes? On en parlera après le journal de midi. Mais pour commencer, Bruno Gollnisch, et avant d'entamer ces débats brûlants, un petit moment de calme, une jolie carte postale d'une belle commune du sud de la France. Allez, c'est l'instant devinette. À votre avis, de quel endroit s'agit-il? Je vous laisse regarder. Hier. Bon, c'était pas très difficile. C'est pas très difficile. J'y passe mes vacances depuis mon enfance. Et ma mère y vit, mon père y est décédé. Et par conséquent, j'ai aussi une partie de mon cœur là-bas. Et ayant assuré ma succession pour ce qui est de la ville de Lyon, par Christophe Boudot, je m'y suis présenté aux dernières élections législatives. Vous êtes conseiller municipal également hier? Non, j'ai résilié cette fonction. J'avais annoncé très clairement d'ailleurs que... Sinon vous étiez en cumul de mandat d'ailleurs. Non, oui, d'une part, et que si j'étais élu maire, je résilierais mes autres mandats, mais que si je ne l'étais pas, je laisserais cette fonction tout à fait honorable et que j'ai occupée, notamment à Lyon, de conseiller municipal d'opposition à d'autres. Et c'est ce que j'ai fait pour l'excellente équipe qui se trouve là-bas. Vous êtes, malgré cette implantation maintenant dans le Var, toujours président du groupe Front National à la région Rhône-Alpes. Hier n'est pas dans la région Rhône-Alpes, même si c'est un peu compliqué en ce moment avec la réforme territoriale. Certes, mais Lyon comme hier sont dans la région européenne, dans la circonscription sud-est que j'ai l'honneur de représenter à Strasbourg et à Bruxelles. Au régional, à Strasbourg, où je viens de passer la semaine d'ailleurs, et à Bruxelles, où je serai la semaine prochaine. Au régional, en 2015, vous mènerez la liste du Front National ou en Rhône-Alpes ou en Provence-Alpes-Côte d'Azur? Je ne sais pas, rien n'est décidé encore. Ma succession a été assurée avec beaucoup de talent, de compétences et d'une assurance qui croît tous les jours par Christophe Boudot à Lyon, pour ce qui est de la ville. Pour les régionales, je ne sais pas. Nous en discuterons ensemble fraternellement. Avec les instances locales, avec la direction du mouvement. Vous pourriez être tête de liste en PACA, où il y a déjà Jean-Marie Le Pen. Encore une fois, très sincèrement, je ne fais pas de cachotterie, ça n'est pas décidé, ça n'est pas notre préoccupation immédiate. Ce sera décidé au Congrès, non, ou après? Non, certainement pas. Non, nous sommes en train de préparer les élections départementales, auxquelles je ne me présenterai pas, puisque ce serait un cas de cumul. Est-ce que je me présenterai aux élections régionales? Et si oui, à quel endroit? Ça n'est pas encore du tout décidé. Le congrès du Front National se tient donc aujourd'hui et demain à Lyon, à la Cité internationale. 3000 congressistes y sont attendus, parmi les 85 000 adhérents que revendique désormais le Front National. Une précision, tout d'abord, nous enregistrons cette émission ce vendredi après-midi pour permettre bien sûr à Bruno Gollnisch d'être présent à l'ouverture du congrès, et c'est pour ça que nous ne pouvons pas vous en montrer des images. Mediapart et nos collègues du Petit Journal non plus ne pourront pas montrer des images car leur accréditation presse leur a été refusée. Est-ce que le Front National trie les journalistes qui leur plaisent et ceux qui ne leur plaisent pas? Non, mais je suppose qu'il accueille tous les journalistes, y compris les plus hostiles, du moment qu'ils ont un comportement correct de journaliste. Voilà, je ne veux pas faire injure à vos confrères de Canal+, que de dire qu'ils sont toujours là à chercher la petite bête, etc. Et pas véritablement à rendre compte de politique. C'est pas le rôle d'un journaliste de chercher la petite bête? Sur le plan politique, bien sûr, oui. Mais Mediapart? Comment? Pourquoi Mediapart? Je ne sais pas, mais il faudra demander à notre service de presse, à notre présidente. C'est pas moi qui ai fait les accréditations. Moi, je ne crains pas de parler à qui que ce soit. Ce week-end à Lyon, le Front National... Y compris, il y a des commentateurs hostiles, et ça m'arrive assez souvent. Ce week-end à Lyon, donc, le Front National va élire son président, qui sera sa présidente, puisque Marine Le Pen est la seule candidate. C'est évidemment beaucoup plus simple qu'à l'UMP, mais ça n'a pas toujours été le cas. Il y a 3 ans, lors du précédent congrès à Tours, elle avait un concurrent. Et ce concurrent, c'était vous, oui. Bruno Gollnisch. Pourquoi pas de candidature cette année? Est-ce que c'est Marine Le Pen qui a changé ou vous qui avez changé? Je pense, comme je disais quand nous étions enfants, les deux, mon général, et même le Front National aussi. Et c'est vrai que j'ai été, non pas d'ailleurs un adversaire de Marine Le Pen, j'ai été candidat à la succession de Jean-Marie Le Pen, à la présidence du mouvement. Elle l'était aussi. Nous étions, en effet, et vous avez tout à fait raison, concurrents. Mais nous aurions pu être 3, 4 ou 5. Le problème n'est pas là. La majorité des adhérents... peut-être les plus récemment arrivés, a choisi Marine Le Pen. Je me suis incliné parce que je pense
d'abord que l'élégance, c'est d'accepter les résultats d'une élection quand on s'y présente. Mais là, il y en a une nouvelle. Vous pourriez très bien vous y représenter. Y compris quand on la perd. Deuxièmement, je pensais aussi que ce qui nous distinguait était moins important que ce qui nous unissait. Et ce que je constate, c'est que Marine Le Pen a en quelque sorte habité cette fonction, qu'elle s'y est donnée, qu'elle a beaucoup travaillé et qu'elle a conduit ce mouvement vers des succès électoraux indiscutable. Et compte tenu de toutes ces évidences, je n'ai pas cru utile de devoir représenter ma candidature. Et ce que je constate, c'est qu'aucun autre adhérent, y compris les plus jeunes, qui auraient pu aussi présenter leur candidature, n'a souhaité le faire. Par conséquent, c'est vrai qu'il n'y a pas de compétition pour la présidence. Il y en aura forcément pour notre comité national, puisque je crois qu'il y a quelque chose comme 450 élus pour 100 personnes à élire. Bon, c'est une compétition. Les compétitions, il y a des gagnants et des perdants. Il faut que ça reste fraternel. Et je crois que chez nous, ça l'est. C'est ce qui contraste avec les autres formations politiques, Ça et n'a nos pas toujours concurrents et été nos très adversaires. fraternel, monsieur Gollnisch. Ça ne l'a pas toujours été. Oui, il y a eu cette douloureuse scission. Entre Maigret il y a quelques années et puis votre opposition à Marine Le Pen malgré tout il y a 3 ans. Ça a été la douloureuse scission de 98. Mon opposition à Marine Le Pen, comme vous dites, était d'une nature, encore une fois, tout à fait différente. Ce n'était pas une opposition à Marine Le Pen en tant que telle. C'est une candidature à la présidence du Front. Et je crois que notre compétition a été extrêmement correcte. Et ceci, Monsieur Satis, compte beaucoup encore aujourd'hui. Je crois que c'est un facteur dans l'augmentation de la confiance que les Français ont en nous. Parce qu'on leur avait tellement dit, le Front National, ça va se casser la gueule, ça va se déchirer en factions rivales, etc. Quand ils ont vu que nous avons organisé une compétition, somme toute, correcte, qui contraste avec ce qui se passe chez nos adversaires, je pense que ça joue dans la confiance, l'augmentation de la confiance que les Français nous portent. Vous êtes député européen, Bruno Gollnisch, vous êtes même un des plus anciens, siégé au Parlement de Strasbourg. Et des plus actifs, oui. Vous y siégez sans discontinuer depuis 1989, 25 ans. On vous plaindrait presque tellement vous n'aimez pas l'Europe. Vous avez raison. Alors pourquoi... Je suis parfois à plaindre. Pourquoi l'Europe, ses institutions, son fonctionnement et sa monnaie, surtout, braque-t-elle autant le Front National? Vous allez en débattre avec Alain Malé-Gary. Venez nous rejoindre, monsieur Malé-Gary. Vous avez dirigé à l'époque où il était installé à Lyon au moment du changement de monnaie l'Institut de l'euro. Vous êtes aujourd'hui fonctionnaire d'État, ça c'est votre profession. Vous êtes aussi président régional du Parti fédéraliste européen, qui est encore, il faut bien le dire, assez embryonnaire et qui a été fraîchement accueilli d'ailleurs lors des dernières élections européennes, puisqu'il n'a réuni que 0,18% des voix à ces européennes du mois de juin. Dans les interviews qui ont précédé le congrès du Front National, Marine Le Pen a été on ne peut plus claire. Elle, présidente de la République, si jamais ça arrive en 2017, sa première décision sera d'organiser un référendum sur la sortie de l'euro. Pourquoi donc, M. Gollnisch, la monnaie serait-elle la cause de nos problèmes? Écoutez, ce n'est pas la seule cause, tant s'en faut. Mais en tout cas, je crois que ça n'a pas été la solution qu'on nous a présentée. Je vais vous surprendre, j'ai été à l'intérieur de notre mouvance l'un de ceux qui étaient au départ le plus favorable à l'euro. Je pensais d'abord qu'il y aurait un intérêt pratique, c'est qu'on ne changerait pas de monnaie quand on va dans d'autres pays d'Europe. Ça, c'est le cas. Et je pensais surtout qu'il y aurait un intérêt financier et économique, c'est que nous pourrions faire comme les Américains, qui, quand ils ont un problème d'argent, tout simplement, eh bien, pour financer leur déficit, émettent des dollars qui trouvent place sur un certain nombre de pays, dans le monde entier, il faut bien le dire, y compris chez les producteurs de pétrole. Ça n'a pas du tout été le cas de l'euro. Les contraintes, le carcan qui a accompagné l'euro, selon nous, et d'une façon un peu évidente, il faut quand même bien le dire, a eu pour résultat un appauvrissement de beaucoup de pays, y compris du nôtre. Avant notre entrée dans la zone euro, notre balance commerciale était excédentaire. Aujourd'hui, elle est déficitaire d'au moins d'à peu près 70 milliards par an, ce qui est un chiffre considérable. Alors, est-ce que c'est l'euro qui en est la cause, M. Malé-Gary? Alors naturellement non, et c'est pour ça que je combats non pas l'homme qui est en face de moi, mais les idées que je qualifie de suicidaires ou de mortifères du Front National. L'euro est la plus belle réussite
à ce jour de la construction européenne qui a commencé il y a 60 ans, après la CECA. L'euro, au contraire, redonne de la souveraineté aux États qui composent cette Union européenne et cette zone euro. J'en veux pour preuve ne serait-ce que 2 exemples. Le monde entier a confiance dans cette monnaie qui, en l'espace de 15 ans, ce que n'avait jamais réussi à faire le dollar, qui a 2 siècles, en l'espace de 15 ans, atteint 27% des réserves mondiales de change. Là, on n'y est pour rien. Ça se décide pas par décret. Nous sommes près de 30% des transactions commerciales. La réussite de cette monnaie est exemplaire. Toutes les banques centrales du monde, Asie, Europe hors euro, Russie, veut mettre de l'euro dans ses soutes. Pour 2 raisons d'ailleurs, parce que l'euro est une monnaie solide et stable, et parce que l'euro est un contrepoids politique à l'hégémonie du dollar. Donc cette monnaie, tout ce que j'ai pu entendre du Front National depuis 15 ans est total, je m'inscris totalement en faux contre ça. L'euro n'a pas, c'est le reste qui n'a pas suivi. L'euro a apporté des taux d'intérêt qui n'ont jamais été aussi bas depuis sa création. On a, pas plus tard qu'hier, on apprenait les nouveaux taux d'emprunt à 10 ans. On descend en dessous de 1%. Jamais du temps du franc ou même du Deutsche Mark, on avait des taux pareils. Il y a 15 ans, on avait une inflation à 2 chiffres et des taux d'intérêt à 2 chiffres. C'est vrai qu'on se souvient dans les années 80 de la déflation du franc, des inflations à 2 chiffres, du niveau de vie qui augmentait, de l'augmentation du coût de la vie qui était très important à l'époque du franc, notamment contre le Deutsche Mark. Est-ce que c'est à ça que vous voulez revenir, enfin, écoutez, nous avons près de 5 millions de chômeurs. Alors, je voudrais répondre point par point, brièvement, parce que ce débat, nous le poursuivrons hors antenne, certainement. En ce qui concerne l'euro, qui a permis un renforcement de la souveraineté des États membres de l'Union européenne. Moi, ce que je constate, c'est que, par exemple, la Grande-Bretagne s'est bien gardée d'y passer et qu'il y a aujourd'hui un taux de croissance de 3%. Par an, ce qui est très loin d'être notre cas. Et une dette publique supérieure. Deuxièmement, l'euro, les taux d'intérêt qui sont faibles. Oui, mais l'euro lui-même est fort. Par conséquent, ça nuit aussi d'une façon certaine à nos exportations, d'où le déficit commercial dont je parlais il y a un instant. L'euro qui s'est imposé comme un certain nombre de réserves. Bon, mais ces pays-là, avant que l'euro n'existe, engrangeaient des marques, engrangeaient des florins, engrangeaient d'autres monnaies. La Norvège, qui n'est pas un grand État, je crois qu'il doit y avoir 4 ou 5 millions d'habitants, la Suisse, qui a 10 millions d'habitants, la Grande-Bretagne, avec sa livre sterling, réussissent à placer leur monnaie très bien sur des places étrangères. C'est possible de revenir au franc français ? Bien sûr que non, bien sûr que non. Au pire de la crise grecque, il y a 2 ans, puisque même les Grecs, grâce à la solidarité, l'euro, c'est de la solidarité entre tous les États de la zone euro, et vous le savez bien, au pire de la crise grecque, il n'y avait que 20 à 22% des Grecs qui souhaitaient l'abandon de l'euro. Donc tout le monde a bien compris que c'était des fariboles que de laisser penser qu'on allait se priver d'une monnaie. Je m'inscris totalement en faux, M. Goni, sur ce que vous venez de dire. Il y a des pays qui marchent mieux à l'exportation et qui ont l'euro. Il n'y a pas un euro allemand, il n'y a pas un euro français. Premier point. Et ils exportent beaucoup plus que nous. Donc il faut chercher la difficulté de nos importations, c'est vrai, de nos exportations, pardon, c'est vrai. Il faut le chercher ailleurs que dans un taux de change. Deuxièmement, tous les pays de la zone euro commercent entre eux en euros à 60%. Donc c'est pas non plus ça. Et même à l'intérieur de la zone euro, la France exporte moins, alors que l'euro est tout à fait neutre puisque on paye en euros. Donc vous voyez bien que c'est pas du tout l'euro qui est la cause des problèmes que vous soulevez. Les pays de la zone euro commerçaient très bien entre eux et commerçaient dans des proportions à peu près équivalentes lorsqu'ils avaient conservé soit leur monnaie nationale, soit libellé, puisque vous êtes un expert, leur commerce international en écu. L'écu, qui était une monnaie, comme je ne vous l'apprends pas, mais comme peut-être certains auditeurs l'ont oublié, qui était une monnaie de compte international et qui présentait l'avantage d'être la moyenne des monnaies nationales, ce qui fait que les unes ou les autres pouvaient fluctuer librement.
Vous dites que les Grecs ont été sauvés par l'euro. Excusez-moi, parce qu'en matière de défense de la souveraineté, on a mis ces pays sous des tutelles absolument draconiennes. On leur a imposé des réformes qui ont provoqué une augmentation du chômage, qui ont provoqué une détresse, qui ont provoqué une austérité. On l'a imposé à Chypre, on l'a imposé à la Grèce, on l'a imposé au Portugal, on l'a imposé à l'Espagne. Je ne vois pas du tout, je ne crois pas du tout que les Français aient l'impression ni que l'euro ait été l'occasion d'une baisse des prix. Monsieur Golnisch, ça vous embête peut-être, mais l'euro, c'est de la solidarité. Il faut que vous mettiez bien ça dans la tête, c'est de la solidarité. Donc grâce à l'euro, on a garanti les dettes de la Grèce. Si la Grèce n'avait pas été restée avec sa drachme, par exemple, elle payait au moment absolument pas. Et bien justement, ça serait encore pire. C'est là où vos raisonnements sont totalement... Elle a fait ça pendant un certain nombre d'années quand même. Absolument pas. La Grèce ne pouvait pas payer ses emprunts puisqu'ils étaient à 27%. Et en garantissant les grands pays, et principalement bien sûr d'abord l'Allemagne, la France, etc., en garantissant ça, aujourd'hui les taux d'intérêt grecs sont à 7%. Aujourd'hui la Grèce est à 0,6%. Autrement, ça serait une situation à l'Argentine. Et ce que vous dites est encore faux, excusez-moi, puisque le FMI a des mesures bien plus drastiques que ce qu'on appelle la Troïka au niveau de l'Europe. Je voudrais juste qu'on parle de ce qui s'est passé cette semaine au Parlement européen, où vous étiez, Bruno Gollnisch, les groupes europhobes du Parlement, soutenus par le Front National, qui n'a lui pas de groupe, ont déposé une motion de censure suite à ce qu'on appelle l'affaire LuxLeaks, les révélations sur ce système d'optimisation fiscale basé au Luxembourg et qui permet aux multinationales d'échapper à la fiscalité des États de l'Union. Motion dirigée contre le nouveau président de la Commission, Jean-Claude Juncker, qui est ancien Premier ministre du Luxembourg, et motion qui a été rejetée. C'est vrai qu'on voit quand même dans ce scandale, Alain Malegari, au moins la faiblesse fiscale de l'Europe. Oui, et encore une fois, c'est ce qui ne marche pas, paradoxalement, mais le Front National et quelques autres refusent de l'admettre, et c'est dramatique. Ce qui ne marche pas, c'est ce qui reste, c'est que tant que les États gardent des spécificités nationales et donc en concurrence. Donc à partir du moment où la fiscalité, comme l'emploi d'ailleurs, et comme d'autres choses, sont de compétences nationales, et bien c'est là où il y a les meilleurs et les moins bons. Je ne vous ai pas interrompu. Je ne vous ai pas interrompu, s'il vous plaît. Donc, j'essaie de vous répondre. Non, mais je vous aime répondre. Mais je termine. Donc la fiscalité, c'est un point clé. Et d'ailleurs, Jean-Claude Juncker, et pas que lui, avant qu'il soit nommé à la tête de la Commission européenne, il y avait des tas de rapports très très bien faits et très indépendants qui avaient montré qu'il y avait 22 pays sur les 28 qui pratiquaient, alors à des degrés divers. Il y a le Luxembourg, il y a l'Irlande, il y a quelques autres pays, il y a la Grande-Bretagne. Nous sommes un peu plus vertueux, nous Français d'ailleurs. Mais il y a 22 pays sur 28 qui pratiquaient, ce sont des pratiques légales. Maintenant, je crois qu'on a compris la leçon, comme beaucoup de choses qui avancent, peut-être pas assez vite, malheureusement, dans l'intégration, j'entends, pas dans la désintégration que vous prenez. Il y a beaucoup de choses qui avancent, comme l'union bancaire, etc. Eh bien, les paradis fiscaux, les évasions fiscales, ce sont des choses qui vont être traitées. Mais ça prend du temps et ça dépasse même le cadre européen. Monsieur Gollnisch, il faudrait de l'harmonisation fiscale rapidement. Excusez-moi, ça fait 25 ans que j'entends cette rhétorique. C'est-à-dire que quand il y a un échec européen, on nous explique que c'est parce qu'on n'est pas encore allé assez loin dans l'intégration. Et plus on va loin dans l'intégration, plus on s'aperçoit qu'il y a des problèmes, plus on s'aperçoit qu'on fait violence au peuple. Je voudrais juste vous rappeler quand même qu'il y a, vous êtes certainement un expert, mais enfin il y a un nombre croissant de prix Nobel d'économie qui ont rejoint nos positions relativement à l'euro et qui critiquent l'euro actuel, pas seulement M. Maurice Allais qui a été pendant très longtemps le seul prix Nobel d'économie français. Vous en avez deux, et les trois économistes, je peux vous donner la liste. Krugman, Paul Krugman, vous connaissez Paul Krugman. Monsieur Gollnisch, est-ce qu'il faut une harmonisation fiscale européenne ? Le dernier en date étant M. Pissarides, par exemple. Le raisonnement ne tient pas. Écoutez, je ne sais pas si être prix Nobel d'économie, ça veut dire qu'on s'y connaît un peu en économie. Ce que je constate, c'est que nos positions ne sont pas des positions stupides, bordées, qu'elles sont des positions de précurseurs, mais qu'elles sont rejointes par d'autres. Mais il ne s'agit pas de massacrer nécessairement l'Europe. Si on faisait l'Europe de façon... Vous devez relire les notes de Mme Le Pen. Elle veut la désintégration de l'Union européenne. Elle a encore dit récemment, et de l'euro. Moi, au Parti fédéraliste européen, on veut l'intégration plus poussée sur un plan fiscal,
l'intégration fiscale. Mais le mais problème, c'est sociale et l'intégration budgétaire. européenne, c'est la Monsieur Gollnisch en 2 minutes, il faut qu'on passe à la suite. Le problème, c'est que l'intégration européenne, c'est, à mon avis, la désintégration de nos identités particulières. Que l'on fasse une coopération européenne par projet, par exemple, tenez, la liaison TGV Rhin-Rhône qui devrait être achevée depuis très longtemps, voilà, quelque chose d'intéressant. Bon, que l'on sache ce que ça coûte, que l'on sache ce que les citoyens en attendent, soit, mais je crois que cette intégration forcée, c'est une catastrophe dont les citoyens voient les résultats quotidiennement. La France, c'est 0,7% de la population mondiale. Merci Monsieur Malegari d'avoir participé à cette discussion. Il y a eu un autre événement important lors de la session du Parlement européen à Strasbourg, c'est la venue, un peu en coup de vent, du pape François. Il a d'ailleurs décrit l'Europe comme une grand-mère fatiguée et l'a exhorté à mieux accueillir les migrants. On ne peut pas tolérer aujourd'hui que la Méditerranée devienne un grand cimetière. Dans ces barques qui arrivent quotidiennement sur les côtes européennes, il y a des hommes et des femmes qui ont besoin d'accueil et d'aide. Et je vais demander maintenant à Nershivan El-Bassani de nous rejoindre sur le plateau. Il y a une quinzaine d'années, bonjour Madame El-Bassani. Il y a une quinzaine d'années, vous avez été vous-même une immigrée en situation irrégulière en France. Avant qu'on raconte votre histoire, juste un mot rapide s'il vous plaît, Bruno Gollnisch, de ce que vient de dire le pape. Vous étiez d'ailleurs dans l'hémicycle. Il est tout à fait dans son rôle. On ne peut pas se satisfaire de ce que la Méditerranée devienne un cimetière. Vous n'êtes pas levé pour l'applaudir, là, j'imagine. Je me suis levé à la fin. Mais ce qui est évident, ce qu'il a dit d'ailleurs, c'est qu'il ne fallait pas simplement s'attaquer aux conséquences, mais s'attaquer aux causes. Et dans les causes, il a nommé le sous-développement, et il est certain que notre politique d'inversion du courant de l'immigration passe aussi par une politique d'aide au vrai développement du tiers-monde, voilà, qui soit mutuellement bénéfique. Et également, il a mis en cause la désintégration de politique par les conflits d'un certain nombre de pays d'Afrique, je pense en particulier à la Libye, désintégration à laquelle malheureusement les gouvernements Sarkozy ont largement participé. Madame El-Bassani, on va pas raconter votre histoire. Vous êtes originaire de Skopje, qui est la capitale d'un petit État du sud-est de l'Europe qui s'appelle la Macédoine, où vous étiez d'ailleurs une star, car vous représentiez dans ce pays le journal télévisé, et puis avec votre mari, qui lui aussi est journaliste et qui était persécuté dans son pays, l'Albanie, vous avez décidé de tout quitter et de partir pour l'Europe de l'Ouest. En fait, votre première idée était de rejoindre l'Angleterre, mais le voyage avec une filière clandestine ne s'est pas passé comme prévu. Voilà. Vous êtes retrouvé où ? Votre mari était persécuté, votre mari était albanais ou macédonien ? Albanais. Et il était persécuté par qui et pourquoi, si c'est pas discret? Je vais l'expliquer. Oui, donc lui, il était journaliste en Albanie, persécuté par les autorités du pays, puisqu'il a dénoncé la corruption, les réseaux mafieux à l'époque. Ça s'est passé dans les années 96-98, juste après la crise pyramidale en Albanie et, entre guillemets, l'instauration de la démocratie après une dictature terrible, oui. Voilà, pendant plus de 40 ans. Vous êtes retrouvé à Grenoble ? Oui. Un soir ? Effectivement, l'idée, c'était de partir en Angleterre, puisque on avait déjà des personnes qui se sont portées volontaires pour nous aider et qui connaissaient très très bien notre situation au pays. Le trajet, ça a mal tourné, puisque le fameux passeur demandait un peu plus d'argent pour pouvoir continuer le trajet. Nous n'avons pas accepté, donc on a décidé de rester ici en France. Sans papier, à l'époque, évidemment, en arrivant en France, vous avez demandé l'asile politique que votre mari a évidemment obtenu. Vous vouliez la nationalité française. Au fil du temps, vous vous êtes intégrés. Vous avez tous les deux aujourd'hui la nationalité française. Vous travaillez tous les deux. Vous travaillez-vous avec la justice, notamment ? Je suis expert judiciaire, traductrice, interprète dans plusieurs langues, heureusement. Est-ce que ça vous a semblé compliqué de vous intégrer en France ? Pas trop quand on en a envie et quand nous n'avons pas le choix. À partir du moment, moi personnellement, et lui aussi à partir du moment où on a décidé de quitter le pays, forcément en partant ailleurs, une chose est sûre, c'est que pour pouvoir bien vivre, il faut effectivement respecter les lois, respecter la vie de cette société où on se retrouvera. Donc
C'est difficile, c'est toujours difficile de se retrouver dans un pays étranger où on ne parle pas un mot en français, mais avec la volonté, on y arrive. Est-ce que vous êtes journaliste? Est-ce que, à votre avis, si le Front National avait été au pouvoir quand vous êtes arrivé en France, vous auriez pu rester en France? Non. Désolée, hein. Non, je ne pense pas. Et même si au futur, éventuellement, si ça serait le cas, sincèrement, ça me sera difficile de rester et de contribuer dans un pays où l'extrême droite ou l'extrême gauche pouvait régner, entre guillemets, parce que, comme vous l'avez mentionné au début, je connais la dictature. Personnellement, je l'ai vécu très très peu. J'en connais des membres de la famille, des gens qui l'ont vécu ça, et c'est pas évident. Donc, je pense que toute extrémité, c'est difficile. Alors, il y a évidemment autant d'histoires d'immigration que d'immigrés. C'est des histoires personnelles, bien entendu. Bruno Gollnisch, vous avez une vision politique plus globale. Marine Le Pen dit qu'elle veut diviser par 10 le nombre d'immigrés en France. Est-ce que des gens comme le couple Elbasani auraient pu... L'afflux d'immigrés à l'heure actuelle, Est-ce que Mme Elbasani aurait pu venir en France sous un... Je retourne la question, sous un gouvernement Front National? À l'époque, puisque si Madame est venue illégalement, non, mais... je suppose que vous avez fait une demande à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Au pays? Non, ici, en France. Oui, auprès de l'OFPRA, une demande d'asile politique. Une procédure. Bien sûr. Et cette procédure a été agréée par l'OFPRA. Oui, bien sûr. Oui, c'est pour ça qu'on a eu la nationalité. Des papiers d'être également sur le sol français. Donc, madame, vous ne vous êtes pas trouvée en France de façon illégale, à proprement parler. Vous êtes arrivé en France, vous avez demandé l'asile politique, il y a une procédure qui est une procédure, je crois, assez minutieuse d'enquête sur votre situation, et vous avez été accepté en France. Et ensuite, vous avez fait le choix de la nationalité française. Si vous avez fait le choix de cette nationalité française, et si elle vous a été accordée, nous n'avons pas l'intention de remettre en cause ce choix. Ce contre quoi nous nous élevons, c'est contre les abus du droit d'asile, c'est-à-dire contre une immigration que nous pouvons comprendre, qu'il y ait des gens qui cherchent chez nous... Des gens qui fuient la misère, quand même. Des gens qui fuient la misère, oui, mais n'est-ce pas, il y a, je crois, à peu près 6 milliards d'êtres humains sur la Terre. Vous en prenez combien chez vous, Monsieur Satis? Excusez-moi d'être brutal. Mais combien? On n'est pas le seul pays développé. Par ailleurs, il y a tous les pays d'Europe, les États-Unis. Chez vous, à la porte de chez vous, à côté de chez vous. Voilà. Le problème, c'est de savoir si la France a le droit ou pas de fixer le nombre, la quantité, la qualité des étrangers qu'elle souhaite ou qu'elle ne souhaite pas accueillir sur son territoire. Madame a été accueillie. Je pense que ceci devrait, sincèrement, Madame, vous conduire quand même à une modestie qui vous évite de donner des leçons à ceux qui trouvent que parfois cet accueil est un peu coûteux, que cet accueil est un peu douloureux, et que cet accueil se fait Monsieur quelquefois... Attendez, laissez-moi répondre, Monsieur Satis, parce que j'ai été mis en cause, la dictature, etc., et que cet accueil... C'est pas une mise en cause, sauf que les idées que vous véhiculez, malheureusement, moi, personnellement, voilà. Écoutez, à ce moment-là, Madame, vous ferez un choix, vous reviendrez peut-être en Macédoine, vous parlez beaucoup mieux, c'est dommage, parce que vous parlez beaucoup mieux français que je ne parle macédonien. Je connais le slavon qui est le latin des Macédoniens, mais je ne connais pas le macédonien vivant, malheureusement. Il faut qu'on arrête. Je crois que c'est très, très significatif. Madame, je ne vois pas pourquoi vous culpabilisez ceux qui estiment, c'est quand même leur droit, les indigènes, je dirais, de ce pays, qui estiment que le flot actuel... Attendez, je termine. Que le flot actuel de l'immigration est comme s'accompagne parfois de gens qui contrairement à vous, ne respectent pas toujours leurs lois. Moi, je suis interprète traductrice. Voilà, je vais essayer d'être brève, claire. Voilà. Je travaille tous les jours avec des demandeurs d'asile en tant qu'interprète traductrice et j'essaye de les aider le mieux possible. Et même ceux que vous dites qu'ils fuient la misère, etc., qui ne sont pas, entre guillemets, persécutés, à un moment donné, ils se sentent en danger et ils décident de partir. Mais en décidant de partir, encore, ils mettent leur vie en danger. Comme c'était le cas, par exemple, là récemment, la semaine dernière, l'incendie d'un camion avec 2 jeunes gens en Eh bien, je pense que c'est ça qu'il faut arrêter. C'est ça qu'il faut arrêter. C'est le commerce des passeurs.
c'est la situation. Je suis désolé. La situation de dictature de ces États. C'est cette discussion, monsieur. La Macédoine fait partie de l'Europe. Si vous voulez juste que je sache. un petit moment. Je veux juste vraiment dire qu'avec vos idées, en fermant les frontières et en instaurant la peur chez les gens, chez le peuple français, la méfiance, ça ne va pas faire avancer. Merci à tous les deux. Merci à tous les deux. Monsieur Gollnisch, vous pourrez continuer à parler puisque vous restez sur le plateau pour la deuxième partie de La Voix est libre, mais pour l'heure, on a un petit peu dépassé l'horaire, mais il est quand même le temps de faire un point sur l'actualité en cette mi-journée, et c'est avec Sylvie Bosquiero. Bonjour Sylvie. Merci Sylvie, à ce soir. La Voix est libre. Deuxième partie, on est aujourd'hui en compagnie de Bruno Gollnisch, député européen Front National, président du groupe FN à la région Rhône-Alpes. Et dans la deuxième partie de La Voix est libre, on passe en revue quelques événements marquants de l'actualité de la semaine. À commencer par cette polémique au Front National sur son financement révélé par le site Mediapart. Le FN a obtenu un prêt de 9 millions d'euros de la part de la First Czech Russian Bank, basée à Moscou, qui n'est évidemment rien d'illégal, mais qui interroge sur les liens entre le Front National et le pouvoir russe. Marine Le Pen a d'ailleurs répondu à cette polémique, c'était sur France 5. Écoutez, ça ne me pose absolument aucun problème. Je ne vois pas d'ailleurs le rapport entre une banque tchéco-russe et le gouvernement de M. Poutine. Je n'ai pas trouvé une banque française qui accepte de nous prêter de l'argent. Pas une. Est-ce que vous vous sentez proche du pouvoir russe, Bruno Gollnisch? C'est ce qu'il y a au fond de cette histoire. Mais sur ce problème, le véritable scandale est celui que vient de dénoncer Marine Le Pen. C'est qu'une formation politique comme la nôtre, dont le financement est, par l'effet de la législation, la moitié de celui de ses concurrents, puisque nos concurrents reçoivent un financement en fonction de leur présence dans les assemblées parlementaires où le mode de scrutin nous exclut à quelques minorités près, ne trouve plus aucun prêt auprès d'une banque française. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Est-ce que vous êtes proche des idées de Vladimir Poutine? Est-ce que vous soutenez le régime de Vladimir Poutine, son intervention en Ukraine? Je ne soutiens pas les idées de Vladimir Poutine particulièrement. Je n'ai pas non plus à les combattre. Monsieur Poutine est un homme d'État russe qui fait face à une crise dans laquelle une partie de l'Ukraine, qui a été le berceau de la nation russe à l'origine, se trouve aujourd'hui animée de sentiments pro-russes. Bon, y compris évidemment aussi la Crimée, qui avait été rattachée artificiellement à l'Ukraine et dont la population est pro-russe à une écrasante majorité. Je pense que ce problème a été considérablement aggravé par l'attitude du monde occidental et par la violation flagrante du compromis qui avait accompagné la chute du mur de Berlin. L'Union soviétique avait accepté d'abord de se retirer de tous les pays d'Europe de l'Est. Elle a ensuite disparu. Elle a laissé l'indépendance à ces républiques. Et nous, au contraire, alors que le pacte de Varsovie, qui était l'alliance militaire qui unissait nos adversaires potentiels à l'Est, avait disparu, s'était sabordé, nous n'avons cessé de nous mettre à la remorque des États-Unis et nous avons cessé d'augmenter le périmètre de l'OTAN. Le gouvernement russe vit cela comme une agression. À sa place, je le vivrais aussi comme une agression. J'en reviens à ce prêt russe. Mediapart va beaucoup plus loin cette semaine et affirme que le prêt en fait demandé était de 40 millions d'euros, qu'il ne s'agit que d'un premier versement. Est-ce que c'est une information qui est exacte? Non, c'est une information qui est fausse, mais de toute façon, je vous signale que c'est un prêt, c'est pas un cadeau. Cette banque tchéco-russe ne nous fait pas de cadeau. Le prêt sera remboursé, il devrait être remboursé, principal et intérêt. C'est pas non plus un prêt gratuit, il y a des intérêts à la clé. Votre collègue député européen, Jean-Luc Schaffhauser, a été rémunéré, lui, 140 000 euros pour servir d'intermédiaire, ce qu'il a reconnu. C'est quand même très bien payé, non? Il n'est pas, c'est 1%, je crois, du montant total. Vous lui poserez la question. Moi, je n'ai pas été partie prenante dans cette transaction. Semaine marquée également par le vote solennel. Que les intérêts économiques ou financiers de M. Schaffhauser sont détaillés par lui-même dans le document qu'il a remis au Parlement européen et qui est consultable sur le site du Parlement européen. Ça s'appelle la déclaration d'intérêts. Le vote solennel sur la réforme territoriale cette semaine à l'Assemblée entérine la réduction du nombre de régions en France de 22 à 13 et sans surprise la fusion entre Rhône-Alpes et Auvergne. Vous qui ne cessez de pester contre l'étatisme, est-ce qu'une simplification territoriale ne va pas dans le bon sens? Ce n'est pas du tout une simplification.
Vous croyez que les gens du Cantal, ils sont contents d'être gouvernés? Alors, il y avait 2 régions, il n'y en a plus qu'une. C'est pas du tout une simplification. Cette réforme ne créera pas un centime d'économie. Au contraire, elle va coûter très cher. Comme d'ailleurs la réforme des départements. On ne cesse de critiquer le millefeuille et on ne cesse d'ajouter de nouvelles tranches. Regardez ce qui se passe dans le Rhône. On a par exemple maintenant la métropole, mais on n'a pas supprimé le département pour autant. Ah si, sur la zone de Lyon, il n'y a plus le département. D'accord, sur la zone de Lyon, mais il reste un département qui est le Lyon vert et qui est privé en quelque sorte de son débouché urbain. Bon, et à chaque fois, il va y avoir des assemblées, 2 assemblées différentes. Prenez les cantonales. On nous avait dit on va faire des grandes économies. On va diminuer le nombre de cantons, on l'a diminué par 2. Sauf que maintenant, on décide que chaque canton devra élire 2 personnes. Où est l'économie? Il n'y a pas d'économie. Bon, là, dans cette affaire, c'est vrai, c'est pas les élus qui coûtent le plus cher. Là, dans cette fusion entre Rhône-Alpes et Auvergne, c'est tellement gigantesque et c'est tellement disparate. Il va falloir qu'on installe un petit peu partout des antennes. Il va falloir qu'on fasse que le président de la région, les exécutifs, soient constamment en déplacement. Je vous garantis, Monsieur Satis, je vous donne rendez-vous. Cette réforme va coûter très cher. C'est une imbécilité totale et ça méconnaît déjà complètement l'identité de chacune de nos provinces. Il ne faut pas bouger, il ne faut pas réformer justement. Il fallait ce que nous demandons, nous, depuis bientôt un quart de siècle, il fallait, on s'en aperçoit maintenant d'ailleurs, supprimer ce qu'on appelle la compétence générale, c'est-à-dire le fait que les régions, comme les départements, comme les communes, puissent s'occuper de tout. Il faut ramener la région simplement à ce qui est par essence régional, c'est-à-dire les ports, les aéroports, les transports régionaux, les universités, et en faire une structure légère, peu coûteuse. Et si on veut diminuer le nombre des élus, j'ai une suggestion à faire. On élit les représentants des départements à la proportionnelle, et on prend le premier tiers pour faire l'Assemblée régionale. Voilà, on aura... C'est du reste un peu le projet de Nicolas Sarkozy, d'ailleurs, lors de sa réforme territoriale sur la fin de son mandat. Oui, sauf que c'était les conseils territoriaux, il n'y avait pas du tout de proportionnel dans cette affaire. Cette semaine se tenait le congrès de l'Association des maires de France, désormais présidé par l'ancien ministre UMP, député maire de Troyes, François Baroin. Sujet numéro 1, les baisses de dotation d'État. L'État va retirer 11 milliards aux collectivités locales d'ici 2017, ce qui ne réjouit évidemment pas les élus. À terme, peut-être les petites communes comme les nôtres vont disparaître. Si les collectivités locales n'investissent plus, les travaux publics seront dans une situation plus que délicate. La société nous a demandé de faire un certain nombre de choses, d'aménager le territoire, de créer des places de crèche, de consolider les questions de sécurité en créant des polices municipales. Tout ça, c'est la société qui l'a demandé. Ce ne sont pas les maires en eux-mêmes qui décident tout seuls, c'est parce qu'il y a une demande des citoyens. Il ne faut pas simplement nous accuser à nous de mal gérer, alors même que nous ne faisons que répondre aux besoins exprimés par nos concitoyens. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup de possibilités. Soit on diminue le service, soit on augmente les impôts. Donc, est-ce que l'on peut faire un mixte des deux? Vous êtes d'accord avec ces propos? Ah oui, je pense que ce sont des propos de bon sens. Ce sont des propos de bon sens. Les collectivités n'ont pas à faire d'économies, elles aussi, ici, alors qu'il y a un effort important à faire au niveau national. Des économies. Mais dans toutes les collectivités où j'ai siégé, et vous êtes témoin, M. Satis, parce que vous suivez l'actualité régionale, que le groupe Front National a toujours proposé généralement des amendements tenant à diminuer les dépenses. Par conséquent, nous prenons nos responsabilités. Nous disons qu'on n'a pas à acheter un certain nombre de fumisteries qualifiées faussement d'art contemporain à prix d'or. Nous disons qu'on n'a pas besoin de subventionner telle organisation ou telle association ou telle manifestation. C'est des services, souvent aussi, on est d'accord. Mais il y a des services qui sont utiles, il y en a d'autres qui le sont beaucoup moins. Mais ça, je suis d'accord pour faire des économies. Mais derrière cela, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le fait que l'État prétend ne pas augmenter les impôts et ne cesse de se défausser de leurs compétences, auprès des collectivités locales, régions, départements, communes, demain métropole, tout ce que vous voulez, et sans leur donner les moyens d'assumer ces fonctions.
et la ficelle est grosse, elle est vieille comme le monde, mais elle fonctionne. Ce sont ces collectivités qui sont contraintes à ce moment-là d'augmenter les impôts. Donc les impôts augmentent bien, contrairement à ce que dit M. Hollande. À propos de communes, il y en a une qui est certainement au centre de vos attentions, c'est celle de Vénissieux, dans le Rhône, dans la banlieue de Lyon, dont l'élection a été annulée. Si le Conseil d'État confirme cette décision, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, il y aura de nouvelles élections. Le Front National était absent au mois de mars dernier des élections municipales, faute de candidats en nombre suffisant. Si j'ai bien compris, un des messages du congrès de ce week-end, c'est de dire que ça y est, il y a des troupes au Front National, mais dans une commune comme Vénissieux, vous n'avez pas été en capacité de présenter une liste. Oui, il y a toujours eu des troupes au Front National, mais ça a toujours été difficile à Vénissieux. À Vénissieux, ça a toujours été difficile parce que, il faut bien le dire, que Vénissieux, c'est pas un endroit particulièrement calme, particulièrement tranquille, particulièrement sûr. Et quand les sympathisants du Front National, qui sont nombreux, s'affichent comme tels, eh bien, ils craignent pour leur tranquillité, pour leur sécurité. Ça a donc toujours été très difficile de monter des listes, mais je pense que nous y parviendrons cette fois-ci. Il y en avait une en 2008, sur laquelle il y avait messieurs Benedetti et Gabriac. Est-ce que si le Front National avait été présent, ils auraient dépassé les 10%? Je n'en sais rien. Monsieur Benedetti était élu sortant, il a rompu avec le Front National, il s'était présenté, et il est évident que, étant sortant, il a entraîné avec lui un certain nombre de personnes qui nous ont fait défaut. Nous n'avons pas, dans cette commune importante, pu, à cette occasion-là, c'est un accident de parcours, si vous voulez, présenter de liste. Je pense bien que nous en aurons un si l'annulation de l'élection est confirmée. Monsieur Benedetti était donc conseiller municipal à Vénissieux. Monsieur Gabriac est toujours, lui, conseiller régional. Les deux ont été élus sur des listes Front National. Grâce à vous, Bruno Gollnisch, est-ce que vous le regrettez? Grâce à moi, ils ont été sélectionnés par la commission d'investiture. Est-ce que vous le regrettez? C'est pas moi qui ai présenté monsieur Gabriac, d'ailleurs. Je ne le renie pas qu'il ait été un de mes collègues, mais il a été présenté par nos collègues de l'Isère. C'était une erreur. Je ne le connaissais pas. C'était une erreur politique. À l'époque, on ne savait pas qui ils étaient vraiment. Aujourd'hui, Marine Le Pen ne cesse de les dénoncer, les a en horreur. Je crois que ce n'est pas le problème. Les deux personnes, M. Gabriac et M. Benedetti, ont rompu avec le Front National. Bon, et le Front National s'est séparé d'eux pour des raisons diverses sur lesquelles je ne crois pas utile de revenir éternellement 4 ans après. Je dirais qu'ils ont un parcours politique qui leur est propre, qu'ils le vivent, voilà, et puis que le meilleur gagne, si j'ose dire. Ils ne sont pas une véritable concurrence pour le Front National, me semble-t-il, et je pense qu'il faudrait mieux de défendre leurs propres idées que de critiquer celles du Front. Merci Bruno Gollnisch, c'est la fin de cette Voix libre, mais les programmes régionaux, eux, continuent sur France 3, comme chaque samedi à 15h20, un documentaire. Nous irons au cœur de la Biennale de la danse de Lyon avec des danseurs venus de Tarare, de la préparation jusqu'au défilé, qui a réuni, vous vous en souvenez, en septembre dernier, des centaines de milliers de personnes. Et puis, à 16h20, dans les Chroniques d'en haut de Laurent Guillaume, l'histoire d'une famille bien nommée, les Blancs. Entre agriculture et tourisme, ils consacrent leur vie à la montagne dans la station de Bonneval-sur-Arc. Le prochain invité de la Voix libre dans une semaine à la même heure, ce sera le sénateur-maire de Lyon, Gérard Collomb, au moment où commencera la fête des Lumières et à moins d'un mois du passage à la métropole. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette Voix libre. Florence Grissot, Alain Gavin, Malika Berda et bien sûr l'inamovible, ultra crédible et insubmersible Adrien Gros-Radenez. Denis Milan était à la réalisation. À suivre, l'info nationale, c'est Stéphanie Père qui vous présente le 12-13 week-end. Il y sera justement question du congrès du Front National à Lyon. Merci de votre attention. À samedi prochain.